commencer, qu'en est-il de la réflexion féministe en France sur la maternité ? Revenons sur deux moments de notre histoire récente. Le deuxième sexe, d'abord, qui en 1949 fait figurer de façon récurrente la maternité comme l'instrument de l'aliénation de la femme. Pour mémoire, selon Beauvoir, la femme grosse devient, je cite, un instrument passif de la vie et jour après jour, un polype né de sa chair et étranger à sa chair va s'engraisser en elle. La maternité, donc, devient le repoussoir absolu pour celles qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas oublié l'assignation par Pétain des femmes à la maternité et l'idéologie nazie des 3 K, Kirche, Kinder, Kutsche. Ma prononciation allemande n'est pas très bonne, mais vous aurez reconnu. Les féministes vont choisir plutôt les chemins de la liberté, lesquels les conduiront dans les années 60 et 70 à un autre moment historique, la lutte pour une contraception libre et gratuite, la lutte pour la liberté de l'avortement et plus récemment la lutte pour le droit des lesbiennes à adopter un enfant ou à bénéficier des avancées technologiques permettant la fécondation in vitro. En toile de fond, pour ces passionnés de liberté et d'égalité, restera une aporie soulignée par Freud et rappelée par Daniel Brun. On ne peut introduire dans la maternité l'idée d'égalité des droits entre les sexes. C'est à mon sens ce qui explique que, contrairement à ce qui se passe depuis des décennies aux États-Unis et en Grande-Bretagne, société dont je suis spécialiste, la recherche féministe en France s'est peu intéressée à la femme enceinte ou à la mère en tant que sujet. C'est la raison pour laquelle l'Institut Émilie du Châtelet a invité Daniel Brun, dont le dernier ouvrage « Mère majuscule » explore, à partir de ses travaux d'observation clinique dans les services de cancérologie de l'Institut Gustave-Roussy, les effets de résonance psychique que produit chez les mères et aussi chez les pères la survie d'un enfant qui restait de longues années entre la vie et la mort. L'analyse de ces situations extrêmes l'amène à discerner d'une part les échos nombreux chez la femme adulte des expériences de la petite enfance et d'autre part à mesurer les effets de ces états inconscients et de leur empreinte sur leurs propres enfants. Daniel Brun, voici ma première question. Elle concerne la genèse de votre livre. Pourriez-vous revenir sur les principaux cas cliniques sur lesquels vous avez travaillé et expliquer quel éclairage vous a permis de classer les mères de ces enfants dans la catégorie des mères majuscules. Et tout d'abord, naturellement, pourquoi avoir choisi ce concept de mère majuscule comme métaphore de votre recherche ? Vous décrivez en effet dans votre ouvrage votre acharnement à percer l'essence de la mélancolie des mères que vous avez rencontrées, au point d'évoquer un véritable envahissement de votre esprit. Voilà. Merci Françoise. Comme ça. Voilà. Je voudrais d'abord vous dire et dire à Françoise Barret-Ducrot ainsi qu'au comité d'organisation combien je suis honorée, touchée par cette invitation qui donc, si j'ai bien compris, est également une inauguration dans le cycle de conférences qu'organise habituellement l'Institut Émilie du Châtelet. On m'entend ou il faut que je parle plus ? Là, plus près, c'est bon ? Alors, présenter un ouvrage sans se sentir trop contraint par son écriture, c'est une petite gageure que je vais essayer de contourner. L'idée m'est venue d'en dessiner, pour répondre à la question de Françoise, d'en dessiner les grandes lignes, de déployer des fresques, ces fresques, parce qu'il y a des fresques dans ce livre, en prenant pour point de départ la dernière phrase de l'annonce qui vous a été adressée. Mère majuscule, est-il écrit, offre à la recherche féministe un angle d'approche nouveau sur les femmes et la maternité.
On ne sait jamais si ce qu'on apporte est tout à fait nouveau ou si on exhume seulement quelque chose qui est connu de longue date et à quoi on n'a pas prêté attention jusque-là. Ainsi en est-il de la maternité, à mon sens en tout cas, qu'on associe plus volontiers, et c'est normal, à l'enfant réel, qu'à l'enfance, la sienne propre. Et pour moi, j'espère vous faire passer cette idée, la maternité, c'est un rêve d'enfance. Nous voilà au vif de mon propos et de mère majuscule. Alors je commencerai par le début, par ce cri qu'ont lancé les femmes pour un enfant du désir affirmé, un enfant si je veux, un enfant quand je veux. Ces femmes, dans les fin des années 60-70, ne se sont pas présentées comme des mères majuscules. J'expliquerai ce que c'est qu'une mère majuscule. C'est une mère avec une majuscule. Enfin, apparemment pas, car l'enfant dont elle parlait, qu'elle voulait voir venir au moment choisi, et qu'on veut toujours voir venir au moment choisi, ne pas avoir à subir sa venue inopinée, cet enfant-là, un enfant quand je veux, un enfant si je veux, c'est tout de même un enfant potentiel. Un enfant à accueillir dans les meilleures conditions. Alors il est vrai, il est incontestable que la maternité a été pesante pour les femmes, que leur condition en a été affectée, et c'est un élément de réalité qui n'a tout de même pas complètement disparu, parce que si le temps de la grossesse est aujourd'hui apparemment maîtrisé, cela ne suffit pas, loin de là, à libérer la femme des contraintes de la maternité, ni des aléas inhérents à son désir d'enfant. Et c'est peut-être sur cette question des aléas inhérents au désir d'enfant que je vais développer. Toujours pour répondre à cette première question. Je ne voudrais pas parler trop longtemps, mais je pense qu'il faut quand même que je présente un peu l'ouvrage. Un enfant, tu m'arrêtes quand... voilà. Non. Un enfant si je veux, un enfant quand je veux. Le slogan résonne encore aux oreilles de chacune d'entre nous, car il dit à la fois la combativité des femmes et leur ouverture à l'avènement d'un enfant. Pas n'importe quand, autrement dit pas en phase avec la maturité génitale. Ça, c'est mon idée. Et de préférence pas soumis aux contraintes de la vie et aux menaces de la maladie. Ça, c'est le quotidien des mères minuscules. Donc, gardons ce slogan présent à l'esprit pour accéder à la clé des mères majuscules, dont il est question dans mon livre. Il y a une clé. C'est précisément quand la femme est confrontée à l'échec du « quand je veux » et du « si je veux » qu'elle peut devenir majuscule, c'est-à-dire qu'elle peut livrer combat aux lois que lui impose la nature, la mère nature. Tout le monde a en tête ici les femmes d'exception qui ont jalonné l'histoire. Émilie du Châtelet, bienvenue, bien nommée ici, bien honorée ici, à qui Elisabeth Badinter a consacré un ouvrage, est évidemment l'une d'entre elles. Il y en a beaucoup d'autres qui ont marqué leur siècle par leur engagement aux côtés des femmes et par leur créativité. Simone de Beauvoir tient en ce domaine une place de choix. Ce qui me paraît intéressant dans ces histoires de femmes qui ont su se distinguer et trouver une place différente de celle que leurs conditions leur assignaient ou leur réservaient, qu'elles soient devenues mères ou pas, c'est le rôle qu'ont tenu les hommes et le rôle qu'elles ont fait tenir aux hommes dans leur histoire. Voltaire pour Émilie du Châtelet, entre autres hommes, Sartre pour Beauvoir, la liste est longue. Entre autres hommes. Mais j'en viens à celle qui, à mes yeux, incarne le modèle de la mère majuscule dans la psychanalyse, c'est-à-dire Bertha Pappenheim, dite Anna O. À mes yeux, en effet, qui se sont ouverts grâce à une lettre de Freud à Stefan Zweig sur la composante faustienne de la maternité. La maternité qui reste une énigme aussi longtemps qu'on en ignore, selon Freud, la clé, une clé néanmoins brillante, luisante.
je fais ici, à propos de la clé et des mères majuscules, allusion à un passage du second Faust, que je cite dans mon livre longuement, et dont je rappelle ici l'essentiel. Méphistophélès remet à Faust la clé qui lui permettra d'entrer dans le royaume des mères majuscules, où il est censé aller chercher l'objet idéal, la femme idéale. L'objet idéal. Elle grandit dans ma main, s'écrie Faust. Elle luit, elle jette des éclairs. Puis il ajoute en frissonnant, les mères, les mères majuscules, cela me pénètre toujours comme l'éclair. Quel est ce mot que je ne puis entendre? À quoi Méphistophélès répond, es-tu donc si borné qu'un nouveau mot te trouble? Ne veux-tu donc ouïr que ce que tu as déjà ouï? Fin de citation. Voilà la scène qui pose le décor de ce qu'après Freud, je nomme mère majuscule. D'ailleurs, il n'a pas parlé de mère majuscule, c'est moi qui ai ajouté la majuscule pour mentionner qu'elle existait. Elle ne s'entend pas, elle peut seulement se lire. Voilà campée l'image de la clé qui, selon Freud, aurait évité à Breuer de prendre peur et de fuir sa patiente. Une clé qui, découverte plus tôt, aurait ouvert, écrit Freud, la voie vers les mères majuscules. Mais, ajoute-t-il à propos de Breuer, je vais y revenir, citation dans cette lettre à Stefan Zweig, je vais y revenir, malgré ses grands dons intellectuels, Breuer, n'avait en lui rien de faustien. Donc, c'est la composante faustienne de la maternité qui est à retenir, et elle compose cet état de mère majuscule. Pour en revenir brièvement aux hommes, Joseph Breuer fut pour un temps l'homme providentiel de Bertha Pappenheim, tout comme les pédiatres, ou les pédiatres cancérologues, ou les gynécologues, peuvent l'être pour une femme en détresse à propos de son enfant. Je réponds là à la question de Françoise Barré-Ducrot. Mais lorsque la femme s'écarte, ou lorsqu'elle prend des distances par rapport au rôle qu'on lui assigne, aussi bien dans la vie quotidienne que dans l'univers du soin, sur ce plan il y a un parallèle, il faut être faustien pour l'approcher. Faustien, en l'occurrence, cela signifie hors le temps, hors du temps de la relation mère-enfant classique ou des conditions habituelles de la relation thérapeutique. D'ailleurs, Faust était bien hors le temps avec Méphistophélès. Alors, c'est à propos de cette femme qu'il ne rencontra jamais, sauf par ouï-dire, quand Breuer vint lui en parler dans sa chambre d'étudiant à Vienne, à propos de cette femme, Bertha Pappenheim, que Freud, 50 ans après, en 1932, reconnaît la composante faustienne de la féminité et de la maternité. Cela ne faisait pas partie de ses habitudes avec les femmes. L'année 1932 inaugura pour Freud une ère nouvelle dans son approche de la féminité et des prémices de la sexualité féminine. Un peu tard, sans doute, mais mieux vaut tard que jamais. De son côté, et bien qu'elle n'ait plus jamais voulu entendre parler de la psychanalyse ni des psychiatres auxquels elle avait eu affaire, Bertha Pappenheim, qui souffrait de symptômes hystériques, a été une femme pionnière. Elle a créé une institution pour mères célibataires à une époque, au début du XXe siècle, où ces femmes étaient mises au banc de la société. Et je pense que ce choix résonne fortement avec son histoire. Bertha Pappenheim a aussi fondé la Ligue des femmes juives et l'Allemagne a imprimé un timbre, l'Allemagne où elle a passé le plus clair de sa vie après Vienne, où elle est revenue mourir, je crois, et l'Allemagne a imprimé un timbre à son effigie dans les années 50 pour rendre hommage à son travail de pionnière dans le travail social. Son statut de mère majuscule, c'est celui-là que je lui accorde, tient, dirais-je, à l'étrangeté de la dernière séance qu'elle eut avec son médecin Joseph Breuer, dont il sortit, lui, quasiment halluciné. Il l'avait quitté guéri lorsqu'il fut rappelé en urgence à son chevet
et il la trouva en proie aux douleurs d'un accouchement fantasmatique. Cette femme, que Joseph Breuer avait connue dans sa 20e année, qu'il guérit de ses symptômes en écoutant ce qu'elle-même avait à en dire, et qui l'avait fascinée, cette femme se livra pour lui, devant lui, à la mise au monde fantasmatique d'un enfant dont elle lui dit que c'était le sien. Quand il a été rappelé à son chevet, il lui a dit « Que se passe-t-il » et elle a dit « C'est l'enfant du docteur Breuer qui arrive ». Et lui, terrifié, comme si elle lui annonçait une grossesse hors mariage, prit sa canne, son chapeau et la livra aux mains des psychiatres. Il n'est pas rare, aujourd'hui encore, que des médecins soient dépassés, décontenancés, voire réduits à l'impuissance devant les réactions des femmes en mal d'enfant. Des femmes que le qualificatif de mère majuscule convient à définir. Je parle encore 5 minutes. Absolument. Longtemps, je me suis interrogée sur l'attitude des mères dont j'ai fait la connaissance en cancérologie pédiatrique. Jusqu'à ce que leur attitude au moment de l'annonce de la guérison de leur enfant prenne son sens à mes yeux et aux yeux des médecins. Elles n'étaient ni rejetantes ni mortifères, elles étaient plutôt mères majuscules. Chacun reconnaissait pourtant la détermination et le courage dont elles avaient fait preuve tout au long de la maladie de leur enfant. Mais leur réaction paradoxale, à fleur d'inconscient, qu'elles opposaient aux paroles rassurantes des médecins annonçant la guérison de l'enfant, fit l'effet d'une énigme. L'enfant qu'on leur rendait et dont elles avaient tant attendu la guérison n'était en définitive pas celui dont elles avaient rêvé. On sait aujourd'hui combien le mot guérison peut être chargé de promesses non tenues et on parle plus volontiers de rémission. Pour ma part, au bout d'un long parcours et d'une réflexion menée avec les soignants, avec les enfants et avec leurs parents, j'ai fini par reconnaître la présence d'un enfant fantasmatique dans les propos négatifs des mères, dans le « oui mais » qu'elles opposaient aux paroles des médecins. L'enfant qu'on leur rendait guéri n'était à leurs yeux que le schème d'un autre enfant qu'elles n'auraient jamais et qu'en fait elles n'avaient jamais eu, quoi qu'elles puissent en penser. Le schème, c'est aussi une expression empreinte à cette fameuse scène entre Méphistophélès et Faust. Faust, terrifié, lui, avec la clé dans la main, à l'idée d'entrer dans le royaume des mers, majuscule, et Méphistophélès de vouloir le rassurer en lui disant « Elle ne te voit pas, elle ne voit que des schèmes ». Et l'état de mère majuscule incite une mère à ne voir dans son enfant réel le schème d'un autre enfant. L'imagination a ses droits que la raison ne connaît pas. La psychanalyse, sous les traits et le comportement d'une femme, d'une jeune femme, Bertha Pappenheim, dite Annao, nous avait, dans le domaine de la maternité empêchée et blessée, offert un premier modèle. Annao, que Freud n'a jamais rencontré, mais dont le comportement est resté à tout jamais gravé dans sa mémoire depuis le récit détaillé que lui en faisait Breuer dans sa chambre d'étudiant à Vienne, a donc fait son entrée dans la psychanalyse en 1932, 50 ans après Vienne. Depuis un demi-siècle, Freud, un homme cultivé, brillant, qui se destinait à la neurophysiologie plutôt qu'à l'hypnose, depuis un demi-siècle, Freud s'était engagé dans la psychanalyse et prêtait l'oreille à des jeunes femmes hystériques. Hystérique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire atteinte de graves troubles dans leurs fonctions motrices, langagières, visuelles. C'était des troubles fonctionnels et non pas lésionnels. Donc la neurologie n'avait pas grand-chose à apporter dans ce domaine. Et donc Freud a prêté l'oreille à ces jeunes femmes qui n'avaient rien de très intellectuel à lui dire, mais simplement à lui parler à lui parler dans un état second
de ce qu'elles avaient vécu dans leur famille et auprès de leur père notamment, et où la sexualité et les attentats sexuels avaient, ou en tout cas leur mouvement, on va dire leur motion sexuelle à elles, était difficilement recevable pour elles-mêmes. Alors, c'est quand même une question... qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de réponse, mais c'est une question qui se pose quand même pas mal aujourd'hui. C'est comment se fait-il que Freud ait prêté de cette façon l'oreille aux femmes, alors que la femme était pour lui une énigme et peut-être... c'était pas un grand séducteur de femmes, disons. Et pourtant, il a su prêter l'oreille aux femmes. Donc, il y a là une question à laquelle j'ai pas de réponse. Il est un peu misogyne, tu veux dire. La théorie de l'envie du pénis est un peu misogyne, oui, mais en fait, les femmes ont tenu une grande place dans l'évolution de la psychanalyse, et sans les femmes, on ne sait pas si la psychanalyse... Alors, il y en a qui disent, est-ce que la psychanalyse est une histoire juive? Mais je ne sais pas si la psychanalyse aurait eu un avenir sans ce que les femmes lui ont apporté. Alors lui, Freud, il était l'aîné de 4 sœurs avant de voir naître son jeune frère, et puis il a aussi perdu un petit frère en bas âge. Mais bon, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal avec la sexualité féminine, et la théorie de l'envie du pénis lui a valu une réputation de misogyne. Donc voilà, j'en arrive à 1932, quand enfin il se décide. Sa mère, qui est âgée, vient de mourir, ses collègues femmes le contestent, et voilà que Stefan Zweig publie son fameux livre, La guérison par l'esprit, dans lequel, Stefan Zweig, qui avait des relations avec Freud, et dans lequel il raconte les débuts de l'hypnose, et les débuts de Freud avec Breuer. Et Freud se fâche, s'irrite, disons, quand il lit cette phrase, sous la plume de Stefan Zweig. Et Stefan Zweig écrit l'histoire de Breuer et d'Anne Nao en disant que finalement, ce qui l'a fait guérir, c'est qu'elle a pu franchir les barrières du refoulement et faire état de sentiments qui avaient été jusqu'alors inhibés, refoulés. Et, dit-il, c'est Breuer qui, pour l'avenir, a guidé Freud vers la clé du mystère des femmes. Et là-dessus, Freud, son sang apparemment ne fait qu'un tour, et il écrit à Stefan Zweig cette fameuse lettre où il lui dit « Breuer m'a raconté ce qui s'est passé, si seulement ça s'était passé comme vous disiez, la psychanalyse aurait été beaucoup plus vite qu'elle n'est allée avec moi tout seul, quelque chose comme ça. Mais voilà ce qui s'est passé, Breuer me l'a dit une fois, il n'y est plus jamais revenu, et donc voilà l'histoire, il est appelé auprès d'elle. Et voilà donc l'histoire, il prend sa canne, son chapeau, terrifié de cet accouchement, de cette maternité impromptue. Et donc Freud écrit, sans autre commentaire, il avait en main la clé qui nous aurait ouvert la voie vers les mers majuscules, mais il l'a laissé tomber, malgré ses grands dons intellectuels, il n'avait en lui rien de faustien. Et mon livre, c'est cette fresque-là. Je vais te poser une deuxième question. Et tu reviendras bien sûr sur tous ces aspects-là, j'imagine. Je voulais simplement préciser, parce que j'ai eu du mal à le comprendre en lisant les premières pages du livre de Daniel Prin, qui dès le début dit qu'il ne s'agit pas de mère en majesté, mais de mère majuscule. Mais j'ai eu beaucoup de mal, et peut-être vous aussi, à me rendre compte que lorsqu'elle dit mère majuscule, ça veut dire mère avec un M majuscule. Parce que c'est ce qui est écrit dans Faust. Hein, la clé des mères, c'est avec un M majuscule. Donc d'où le mère majuscule. Hein. Donc vous avez certainement l'esprit beaucoup plus vif que moi, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire-là. Bien, alors la deuxième question, c'est une question d'historienne qui m'est immédiatement venue à l'esprit en lisant votre livre. Vous écrivez donc à partir de cas extrêmes, service de cancérologie, mère dont les enfants sont entre la vie et la mort.
La question qui m'est venue à l'esprit, donc, c'est jusqu'au progrès fulgurant de la gynécologie et de la pédiatrie au XXe siècle, rares étaient les mères dans toutes les classes sociales qui ne se trouvaient pas confrontées à la perspective horrifiante de la mort de leur enfant. Fièvre, pleurésie, maladies infantiles de toutes sortes, accidents, etc. On parlait alors, lorsqu'ils se rétablissaient, on parlait alors de miracles. De miracles in extremis, hein, et littéralement, c'est-à-dire que souvent on ondoyait les enfants au dernier moment, ou bien on leur donnait, quand ils étaient un peu plus grands, l'extrême onction. De même, les mythologies de tous les pays évoquent des enfants ressuscités ou arrachés au royaume des morts. Faut-il alors penser que toutes les mères des temps passés se sont comportées en mères majuscules et n'ont plus vu dans ces enfants rescapés que des schèmes? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est une question plus sociologique. Aujourd'hui, quel que soit leur statut social, les femmes, qu'elles aient ou non des enfants, malades ou en bonne santé, ont une activité professionnelle en dehors de leur maison. Alors, page 211 et 212, vous écrivez la phrase suivante. Plusieurs situations mettent en lumière le dédoublement qui s'opère en elles à l'occasion des blessures que la vie inflige à ces maternités et qui est d'une manière privilégiée repérable à l'occasion des prises en charge médicales, notamment en pédiatrie, en gynécologie obstétrique et en génétique. La femme se laisse ainsi glisser dans un parcours mélancolique où elle entraîne les siens. Une partie d'elle est absorbée par les soucis que lui cause l'enfant, tandis que l'autre est absorbée dans un autre monde, distinct du monde extérieur, et dans lequel elle cultive de sombres chimères. Ma question est très simple. N'y a-t-il pas un troisième monde dans lequel ces femmes puisent, grâce à leur activité professionnelle et à leur insertion dans le monde, dans un grand nombre d'activités qui sont en dehors de l'intime, ne puissent-elles pas là une force de régénération? L'historique et sociologique. Alors l'historique, dans le parcours qu'on a mené à Études freudiennes, j'avais organisé 2 colloques, un qui s'était intitulé « Le roc de la maternité » et l'autre qui s'est intitulé « Être psychanalyste d'enfant après Freud », ce qui était un peu provoquant, mais voilà. Le roc de la maternité, ça datait, je ne sais même plus, 92. Et alors, à cette occasion, j'avais invité 2 historiennes. L'une qui est connue ici, c'est Yvonne Knibiller. Et l'autre, qui est sûrement aussi connue, qui est Marie-France Morel. Alors, j'ai relu leurs articles, en anticipant aujourd'hui. Il n'est pas tellement question des réactions des mères au moment de la mort de l'enfant. Alors, il est vrai que la diminution de la mortalité infantile et les progrès de la médecine ont conforté les femmes dans non seulement le droit à l'enfant, mais le fait que l'enfant, qu'il n'est pas possible que l'enfant meure. Alors, effectivement, du point de vue de l'histoire, je pense que ça change considérablement les choses, et les manifestations, en tout cas, et le visible des manifestations. Mais dans l'histoire, Philippe Ariès dit qu'à partir du moment où l'enfant est devenu un souci éducatif, eh bien, la famille, enfin les travaux de Philippe Ariès, les travaux de Jean-Louis Flandrin, montrent comment les choses ont changé à partir du moment où la famille nucléaire s'est constituée autour de l'enfant. Et je pense qu'effectivement, la constitution de la famille nucléaire a considérablement changé le mode d'investissement de l'enfant et le rapport à l'enfant et le souci pour l'enfant.
Alors après, moi si je parle de mère majuscule, c'est par rapport aux femmes que j'ai rencontrées, ou même pour passer des cas extrêmes au cas quotidien. De ce point de vue-là, moi j'ai toujours beaucoup apprécié cette phrase de Freud qui introduit la question du rêve, et où il dit « la psychopathologie n'est qu'un grossissement des phénomènes normaux ». Et donc les cas extrêmes et les situations caricaturales ne sont pas des situations où ce qui s'observe est totalement étranger à ce qui se passe dans le quotidien de chacun. Et donc je pense que les discours, enfin ce que chaque femme peut avoir à dire de sa mère, et c'est inévitable dans une relation thérapeutique et dans l'analyse, ce que chaque femme peut avoir à en dire passe parfois par une prise en compte, une nouvelle prise en compte d'un certain état de la mère qui est peut-être mélancolique, qui est peut-être déçu, et où chaque enfant peut se vivre comme n'étant pas celui que la mère aurait souhaité, aurait rêvé. Et donc, bon, là, je ne suis pas encore tout à fait entrée dans le vif de mon sujet, à savoir la maternité, c'est un rêve d'enfance, de sa propre enfance, mais je pense que ce n'est pas une nouveauté, simplement, c'est peut-être quelque chose, un état de la femme qui devient mère, qui n'a peut-être pas encore été totalement exhumée de cette manière-là. On a beaucoup plus parlé de la mère en majesté que de la mère qui se réfugie dans un monde à part. Alors, est-ce qu'on ne voit dans un enfant rescapé qu'un schème? Ça, je ne sais pas. Moi, j'en ai pris conscience en parlant avec les mères que j'ai rencontrées, avec des anecdotes qu'elles me racontaient, ou par exemple, l'enfant qui rentre sans cheveux à la maison, ou qui perd ses cheveux, alors on voile les glaces les miroirs de l'appartement pour ne pas qu'il s'y voie. Ou l'enfant qui, avant son opération ou avant sa maladie, était un cavalier émérite, alors on fait en sorte que le cheval ne soit plus à sa disposition. Enfin, on enlève l'objet, quoi. On enlève l'objet qui lui montrerait à lui son changement. D'enlever l'objet qui montrerait à l'enfant son état actuel, ça fait partie des manières de cultiver un schème d'enfant qui n'est pas cet enfant-là. C'est comme ça que je pourrais le dire. Et quant à la capacité de régénération, je crois qu'effectivement, elle est extrêmement importante. Moi, dans mon parcours, et dans mes travaux et mes rencontres avec les médecins, j'ai développé cette notion d'extraterritorialité, parce que je me suis rendu compte que c'est vrai que le monde de l'hôpital, quand on ne vit plus que de parcours, même espacés, entre la maison et le monde et l'hôpital, on finit par être dans un univers enfermant, et qu'il faut avoir une mobilité géographique pour avoir une mobilité psychique. Voilà. Donc c'est une manière de répondre. Après, moi, je ne sais pas comment... Je crois beaucoup à ce dualisme, à la nécessité de se bouger physiquement pour récupérer une sorte de mobilité psychique. Et alors, la question de l'envahissement, oui, j'ai beaucoup réfléchi à cette place que mes rencontres avec les mères et les enfants pendant plus de 10 ans comme ça ont tenu dans mon esprit, et même après, puisqu'à l'université j'ai promu le travail avec les médecins et la place des psychologues dans la médecine, et je continue. Je crois que c'était une forme d'identification, parce qu'on peut s'identifier même si on n'est pas dans la même situation. La similitude de situation n'entraîne pas nécessairement l'identification. Alors la similitude de situation, elle est tout à fait mise à l'honneur et promue dans les associations. Il y a les associations de cardiopathes, il y a les Weight Watchers, il y a
il y a les alcooliques anonymes, il y a les enfants de parents, les parents plutôt, les parents d'enfants handicapés. Donc ça, c'est dans la similitude de situation, c'est la rencontre dans la similitude de situation. Je pense que l'identification, c'est différent de la rencontre du fait de la similitude de situation, c'est différent. Et peut-être qu'à travers cette notion d'envahissement, je rejoignais quelque chose qui était leur envahissement à elles. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve très, très beau cette correspondance entre la mobilité physique et la mobilité psychique. C'est effectivement quelque chose qui rejoint beaucoup de choses sur lesquelles nous avons travaillé, et notamment celle qui travaillait sur l'éducation, sur les femmes et le savoir, les femmes et l'acquisition d'autres, l'ouverture sur d'autres mondes, notamment des mondes intellectuels ou des mondes rationnels, et ça me semble prolonger tout à fait cette piste-là. Alors, je voudrais poser une troisième question qui concerne le rapport spécifique des femmes à leur premier objet d'amour. Donc, on va revenir à l'enfance. Vous rappelez en effet que Freud attribue une force incomparable au premier lien affectif. Lien affectif qui deviendrait, dites-vous, ou dit-il, je ne me souviens plus, une difficulté majeure de la féminité. Oui, le premier objet d'amour, qui est la mère, deviendrait un objet de haine refoulé. Et page 64, vous développez, lorsqu'elle est par la médecine sollicitée par son corps, en son corps, que ce soit à travers son enfant ou pour son enfant, c'est toujours au nom de l'enfant qu'elle fut que la femme parle. Ce qui explique la résurgence d'une fantasmatique sur l'espace intérieur maternel. Alors, la question naïve, c'est « et pourquoi pas les garçons ?» et je pense que vous aurez, à partir de là, vous aurez certainement d'autres choses à développer sur les femmes et l'élasticité du corps de la mère, comme vous dites. Oui. Alors, la fantasmatique sur l'espace intérieur maternel. Là, j'ai fait pas mal d'emprunts à la littérature et au cinéma. Voilà. À la littérature, notamment un livre de Marie Darrieussecq. Peut-être que c'est Le Bébé ou un autre livre. Et où Le Bébé. Oui. Où elle dit que c'est une folie de penser à la maternité, à être enceinte, à la grossesse, et qu'une folie, on emploie aussi ce mot-là pour définir un petit château, c'est une folie sur la mer à Biarritz, une folie. Et j'ai trouvé que l'idée était très, très, très stimulante pour définir, parce qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, chaque femme a, je crois, différemment, chaque femme, chaque fille, différemment du garçon, a une représentation de l'espace intérieur de la mère. Je dirais que je ne dis pas que le garçon ne l'a pas, je dis que c'est peut-être différent. Cet espace intérieur qui rejoint la question de l'élasticité du corps maternel et qui rejoint cette question ancestrale, disait Freud, qui est d'où viennent les enfants. Donc, l'espace intérieur maternel, c'est peut-être par ce biais-là qu'on peut imaginer, se représenter le parcours d'une femme devenue mère et qui se sent blessée ou menacée dans sa maternité
et qui peut-être repense à la maternité de sa mère et à cet espace intérieur maternel. Alors, dans mon parcours aussi, il y a un rêve que raconte Freud qui m'a beaucoup marqué, qui est le rêve de l'enfant mort dans une boîte. Ceci pour imager l'espace intérieur maternel. C'est une patiente de Freud, c'est dans la rubrique qui s'appelle « Les rêves de mort de personnes chères ». C'est une patiente de Freud qui vient à sa séance, qui lui dit « Voilà, j'ai rêvé, j'ai vu ma fille de 15 ans morte dans une boîte. Alors, vous comprenez, votre théorie du rêve comme l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé, ça ne tient pas, parce que moi, j'aime ma fille et il n'est pas question que je la voie morte dans une boîte. » Et donc là-dessus s'engage tout un débat entre Freud et sa patiente avec un jeu de mots autour du mot box en anglais et en allemand. Enfin, ça dérive sur le mot Buchse qui représente les organes génitaux féminins, et on est là, on est dans l'espace intérieur maternel et dans le rapport de cette femme à sa grossesse. Est-ce qu'elle était contente d'être enceinte? Oh, pas du tout, parce que déjà, elle ne s'entendait plus avec son mari, alors déjà, elle a un peu frappé son ventre, comme ça, pour peut-être en signe de ne plus vouloir l'enfant qui s'y trouvait. Et puis, de lien en lien, d'association en association, la voilà qui retrouve une parole de sa mère. Ça, c'est pas un souvenir à elle, c'est un récit que lui a fait sa mère et qui lui a dit que quand sa mère l'attendait, elle, eh bien, elle n'était pas du tout contente parce que déjà, elle ne s'entendait plus avec cet homme, elle ne désirait pas cet enfant et qu'elle aurait souhaité un avortement, une fausse couche, enfin bon. Et donc, on est là de mère en fille et en autre mère dans une figuration de l'espace intérieur maternel qui peut être tantôt accueillant, tantôt au contraire rejetant. Et c'est cet espace intérieur maternel qui me paraît organiser les premiers liens de la petite fille avec sa mère. Alors, c'est toujours dans ces années 30 que Freud, dans sa révision de la sexualité féminine, découvre ce lien archaïque de la mère avec sa petite fille, et où il dit qu'il le découvre comme les restes d'une civilisation minoé-mycénienne, comme des restes, comme des fragments, et qui est enfoui par les ans, refoulé, oublié, mais que dans cette civilisation minoé-mycénienne, il y a eu un lien extrêmement fort entre la petite fille et sa mère, et qu'elle ne sort de ce lien extrêmement fort, de ce lien d'amour, qu'en se retournant contre sa mère et en faisant de sa mère un objet de haine. Et puis, dira Freud, la fille se réfugie dans l'Édipe comme dans un port, toujours dans ces années 30. Alors moi, je trouve l'image, là, encore une fois, elle est jolie, du port, parce qu'avant d'arriver au port, on a voyagé sur la mer et que c'est pas forcément de tout repos. Alors, voilà. Et alors, c'est toujours dans ces années 30, et moi j'ai retenu ça, parce que, bon, voilà, on raisonne toujours à quelque chose qui fait résonance avec soi-même. Mais Freud dit que le premier désir sexuel de la petite fille comme du petit garçon, c'est celui de faire ou de recevoir un enfant de la mère. Et là-dessus, je suis partie dans des zones un peu différentes et où je me suis dit, finalement, et ça on y reviendra peut-être, la maternité, c'est l'attribut de la mère. C'est pas forcément pour lui faire un enfant, c'est l'attribut qu'elle a dans son corps, et que d'emblée, dans ces liens archaïques de la petite fille avec sa mère, elle voudrait avoir un corps pareil. Et qu'elle s'en fiche, obligatoirement elle s'en fiche, d'en être physiologiquement, physiquement, génitalement capable. Ce qu'elle veut, c'est avoir un corps pareil. Donc, est-ce qu'elle veut avoir un attribut pour être ? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des tas de femmes de filles, qui aujourd'hui, malgré la contraception, les techniques de contraception,
ont besoin intérieurement d'éprouver le bon état de leurs organes génitaux et d'être enceintes, quitte à avorter, mais ce n'est pas la même chose de faire, de mettre en œuvre des procédés contraceptifs efficaces et de mettre en œuvre le bon état de ses organes génitaux, quitte à ne pas vouloir de l'enfant qui s'y trouve. Et donc il faut différencier les sortes d'inclination à materner, parce que ça, on peut materner les enfants des autres ou qui on veut, même des gens proches. C'est pas pour autant qu'on a un désir de grossesse ni un désir de maternité. Donc je crois qu'il faut différencier ça et qu'aujourd'hui on a tendance à tout mixer et à plus distinguer les inclinations à materner quelqu'un et le désir de grossesse ou le désir de vérifier le bon fonctionnement de ses organes génitaux et puis le désir d'enfanter. Bien, merci beaucoup Daniel. Je vais donc poser la dernière question avant de donner la parole à la salle. Alors, la dernière question part d'une citation de Freud que vous reprenez et qui dit la chose suivante. Un individu féminin, en italique, qui a eu des sentiments masculins et a aimé en homme, ne se laissera pas facilement contraindre à adopter le rôle féminin s'il doit payer cette transformation qui n'est pas en tout point avantageuse par un renoncement à la maternité. Vous ajoutez, la phrase sonne comme une anticipation du choix transsexuel et du don d'ovocytes dont il n'était aucunement question au début du XXe siècle. Elle dit bien la complexité de la sexualité féminine et les enjeux de la maternité. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce passage? On écrit toujours dans le feu de la plume, on écrit toujours des choses dont on ne mesure pas l'impact. Cette phrase est extraite d'un article de Freud de 1920. Alors bon, moi j'aime bien Freud, j'aime bien lire Freud, je peux le lire, je peux le relire. Surtout les textes cliniques, je trouve que, je sais pas, voilà, j'ai du plaisir à lire et à relire Freud. Voilà, c'est comme ça, chacun ses tocs. Moi c'est le mien. Et donc cette phrase termine un article qui s'appelle « Psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine » et qui concerne en fait une jeune patiente que Lacan a désignée ultérieurement du surnom de la jeune homosexuelle. Alors c'était une jeune fille, encore une de ces jeunes filles qui ont alimenté l'œuvre de Freud et les je sais pas comment dire moi, la psychanalyse elle-même, quoi, l'édifice psychanalyse, je dirais, parce que j'ai pas envie de dire théorie, enfin, encore que c'est un peu théorique, c'est un vrai texte théorique sur l'homosexualité d'ailleurs, c'était une psychanalyse ratée, mais lui-même a dit que c'était une psychanalyse ratée, enfin ça n'a pas duré longtemps. C'est une jeune fille qui était plutôt rebelle, c'est une jeune fille qui avait été amenée à Freud par son père, parce que elle avait un lien très fort, je ne sais pas si c'est de l'amour, enfin un lien trop fort aux yeux du père, pour une dame un peu de mœurs un peu légères, et les parents voyaient d'un très mauvais œil l'inclination de leur fille pour cette dame. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, simplement quand même vous dire qu'il est dit dans ce récit que cette jeune fille avait 3 frères, dont un qui était né quand elle avait 16 ans, et qu'elle avait du mal supporter
et ça je crois que c'est un élément quand même qui est très important et qui peut résonner chez beaucoup, elle avait mal supporté que quand elle-même était déjà pubère et jeune fille, de voir sa mère encore nubile et mettre et avoir un enfant alors que c'était son tour à elle. Donc ça, on est plus dans la rivalité. Ça, c'est pas mon propos, mais on est davantage dans la rivalité adolescente avec la mère. Ça, c'est un autre registre que j'aborde pas là. Mais enfin bon. Donc cette jeune fille aurait changé à ce moment-là, et chez elle, chez qui on avait justement détecté ou reconnu une aptitude à materner les enfants des autres, au square ou ailleurs, voilà que tout à coup, elle s'éloignait et de ses parents, et voilà. Et donc, Freud est conscient de son échec, ou en tout cas de ce qu'il appelle son échec, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à lui faire reconnaître que son choix d'objet, la question c'est l'homosexualité, c'est une chose, il n'a rien à en dire, et sauf que est-ce que vraiment, cette phrase dernière, est-ce que l'homosexualité conduirait à un individu féminin qui a eu des sentiments masculins et qui a aimé en homme, alors est-ce qu'il y aurait une correspondance biologique à cette inclination psychique? Autrement dit, est-ce que le choix d'objet devrait être accompagné d'une modification biologique? Et là, moi, j'ai trouvé que c'était assez novateur en 1920 de pouvoir s'interroger comme ça et d'en appeler à la recherche biologique qui était loin d'en être là où elle en est aujourd'hui, et donc de se poser la question de savoir si le choix d'objet et l'inclination d'un individu féminin, moi je reprends parce que ça c'est quand même aussi le langage freudien, un individu féminin, où j'en ai même rencontré qui sont des êtres humains, enfin voilà, on prend comme on veut. Mais un individu féminin qui a eu des sentiments masculins et a aimé en homme, alors vous entendrez qu'il ne parle pas de femme, mais il parle d'homme, c'est drôle, quoi, ne se laissera pas facilement contraindre à adopter le rôle féminin, parce que dans un individu féminin qui a eu des sentiments masculins et qui a aimé en homme, est-ce qu'il va avoir un rôle féminin ou est-ce qu'il va avoir un rôle masculin? Ça reste quand même aussi une vraie question, je pense. S'il doit payer cette transformation qui n'est pas en tout point avantageuse par un renoncement à la maternité. Donc Françoise relève cette phrase qui termine l'article, qui pose quand même plein de questions. Et c'est quoi le renoncement à la maternité? C'est le renoncement à l'aptitude à la maternité, mais pas forcément à la maternité accomplie. Donc est-ce que ça s'accompagne d'une transformation biologique? Moi, je ne peux rien dire de plus que de relever l'actualité de la question et les pistes, justement, sur lesquelles elle peut nous lancer, parce qu'il fallait y penser, quoi. Écrire ou travailler sur l'archéologie de l'abandon, je ne sais pas si tu veux développer ça ou si ce n'est pas du tout ce que tu veux aborder pour le moment. Enfin, bon. Si, c'est important, l'archéologie de l'abandon, parce que ça rejoint ce destin, ce parcours, ce trajet de la petite fille qui donc doit abandonner son premier objet d'amour, aussi enfoui et refoulé par les ans soit-il. Elle doit abandonner son premier objet d'amour, et donc elle transforme en haine, mais abandonner elle-même, elle abandonne un premier objet d'amour qui, de fait, l'abandonne depuis le début, parce que la mère est ailleurs. Elle est toujours ailleurs, la mère. Elle n'est pas forcément majuscule, mais elle est toujours ailleurs. Elle n'est pas toute à l'enfant, pas plus que l'enfant est tout à elle. Donc il y a un abandon que chacun éprouve, vit. Et donc je pense que à la fois dans l'histoire d'Anna O et dans l'histoire de ces femmes que j'ai rencontrées
parcours d'accompagnement de leur enfant, il y a quelque chose qui ressurgit L'archéologie, forcément, c'est comme la civilisation minoé-mycénienne, c'est un peu une métaphore. C'est que reste-t-il de cet abandon précoce et comment est-ce que ce qui reste peut s'articuler à des situations actuelles. En fait, c'est là où on traverse les âges, où on traverse le temps. Et il me semble que là, il y a un lien à faire entre l'histoire d'Annao, c'est-à-dire que c'est au moment où Breuer la quitte guérie et satisfait qu'elle le rappelle en urgence. Elle le rappelle en urgence, pas seulement parce qu'elle est en proie à un accouchement fantasmatique, bien sûr qu'elle est en proie à un accouchement fantasmatique, mais en même temps, elle est quittée par ce médecin dont elle attend. Alors, est-ce qu'il était un homme? Lui, il a pensé qu'il était un homme et qu'elle lui faisait une déclaration d'enfant adultérin et donc il est parti. Mais peut-être qu'il n'était pas un homme. Peut-être qu'il était, dans le contexte de cette archéologie de l'abandon, un substitut de mère, pas forcément la mère réelle, mais de la mère que chacun se construit dans sa tête et qui donne un peu de concrétude comme ça, ou d'existence à la mère de l'abandon, à cette mère de l'identification à l'objet perdu. Alors l'objet perdu, il n'a pas de forme, il n'a pas forcément de forme, mais au moment de la séparation, quelque chose, au moment où, c'est pour ça que j'ai raisonné aussi à ça, au moment où Breuer, le médecin, quitte sa patiente, elle le rappelle, et c'est là où elle est dans une problématique de maternité ou d'attribut maternité dont tout à coup elle se montre qui est actif en elle. C'était ça mon idée. C'est que dans cette fresque-là, Bertha Pappenheim, elle a, dans le moment de cette séparation, qui est aussi peut-être une réactivation de l'archéologie de l'abandon, eh bien, elle active en elle cet attribut maternité, pas pour donner forcément naissance à un enfant réel. Et les femmes que j'ai pu rencontrer, c'est toute la dynamique du transfert et le leurre du transfert qui est quand même en jeu là, et que Breuer n'était pas du tout en mesure de reconnaître en 1882, c'est clair, et que peut-être Freud n'a jamais reconnu non plus. La preuve, c'est qu'il a une patiente, une poétesse américaine en 1932, et à qui il dit je ne peux pas être la mère dans un transfert, je me sens tellement masculin. Ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir masculin. Ça a à voir avec le fait que dans l'évolution du lien transférentiel, il y a quelque chose qui ressurgit de cette archéologie de l'abandon et qui est peut-être plus d'essence maternelle que paternelle. Quelque chose comme ça. Enfin bon. Et donc, les femmes que j'ai rencontrées et qui ont attiré mon attention et où tout à coup je me suis dit, ah voilà, c'est ça la mère majuscule, eh bien, au moment où on leur disait, voilà, on vous rend votre enfant, oui, elles ont rêvé d'un autre enfant que celui qu'on leur rendait, parce que celui qu'on leur rendait, il faut attendre encore un peu pour voir comment il va évoluer dans la vie, parce qu'il n'est quand même pas dans un état parfait. Et moi, j'en ai connu des mères qui demandaient des certificats d'aptitude à la pratique des sports pour des enfants qui n'étaient quand même pas tout à fait en état de pratiquer tous les sports. Donc, il y a bien une intention de retrouver un enfant qui pourrait, je sais pas moi, être un champion olympique. Mais en même temps, le médecin dit, bon, ben, on va se voir tous les ans, ou on va se voir tous les 6 mois. Et là, il y a quelque chose qui ressurgit de l'archéologie de l'abandon, et peut-être que c'est là où elles sortent, elles, un autre enfant. Voilà. Thank you.